nous avons la chance d'être avec ce matin avec Sophie Moreau, donc notre marraine et qui est présidente de l'association Courir pour elle. Merci d'être avec nous. Sandrine Croze-Fayard, qui est donc la directrice du Medipôle Hôpital Mutualiste à Villeurbanne. Merci également d'être avec nous. Le professeur Philippe Chevalier, qui est cardiologue, chef de service de rythmologie cardiaque à l'hôpital Louis Pradel, le hospice civil de Lyon. Et Madame Caroline Chostac, voilà, qui va nous expliquer, qui va tout de suite d'ailleurs prendre la parole, et qui va nous expliquer un petit peu son parcours en tant que témoin. Alors, je suis concernée par le sujet parce qu'en fait, à 2 reprises, malheureusement, j'ai eu un cancer du sein. La première fois en 2005, avec donc jeune, avec des enfants tout petits. Et malheureusement, l'année dernière, j'ai été rattrapée par la patrouille. Donc en 2022, de nouveau, un cancer du sein qui s'est déclaré, enfin en fait une suite du premier cancer qui s'est réveillé très tardivement. Donc j'ai appréhendé les traitements un peu différemment. D'abord, les traitements ont évolué puisque à l'époque c'était un petit peu différent. Là, j'avais une chimio par semaine, 12 séances de chimiothérapie. Et en fait, à la première consultation avec l'oncologue, je lui ai dit est-ce que je peux poursuivre l'activité physique que je menais déjà régulièrement. Le week-end, j'allais courir, etc. Et ça me tenait à cœur. Il m'a dit surtout, je vous interdis de ranger vos baskets. Donc ça a été un peu le soulagement aussi. Ce qui fait que après chaque chimio, je n'hésitais pas le lendemain matin à mettre mes baskets et aller marcher. Donc je faisais 6, 8, 10 km parfois par jour. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était le meilleur moyen d'évacuer, je pense, un petit peu toutes ces choses qu'on vous injecte dans le corps, qui sont là pour vous soigner, mais qui font aussi un peu des dégâts. Et que psychologiquement, c'était aussi parfait. Donc finalement, le constat, c'est que rester couché dans son canapé est bien pire que de prendre l'air, d'avoir une activité physique. En parallèle, je suis toujours suivie au centre Léon Bérard. On m'a proposé l'activité physique adaptée que je connaissais puisque j'étais bien impliquée pour courir pour elle et donc je connaissais tous ces... Enfin, j'avais entendu parler de tous ces services mais j'en avais pas encore profité et je me suis rendu compte que c'était... alors moi j'ai choisi de suivre les cours en ligne pour éviter de retourner au centre, c'était plus pratique. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui participaient avec moi qui découvraient finalement l'activité physique et pour qui c'était aussi un moyen de rompre l'isolement parce que finalement c'était un rendez-vous par semaine en contact avec d'autres personnes autour d'un sujet qui est à mon avis super important dans le cadre du processus de soins. On peut être acteur en étant simplement en étant un petit peu actif plutôt que de subir simplement tous les traitements qu'on reçoit. Et là, c'est, j'imagine, un rendez-vous qui était évidemment très attendu parce que justement, c'était Alors une pour forme moi, c'était un complément parce que j'avais déjà cette démarche dans la tête, mais je pense que pour certaines personnes, c'est nouveau. Oui. Donc c'est important qu'on leur donne cette information et qu'on les accompagne dans cette démarche. Alors, professeur, cette pratique du sport, elle est aujourd'hui, enfin, les bienfaits de cette pratique du sport, elle est vraiment reconnue scientifiquement ou pas? Oui, je pense que tout a été très bien dit. Donc, c'est vrai que c'est fondamental. C'est un des piliers de la prise en charge thérapeutique, même avant, pendant, après la pathologie. Donc, ça, c'est vraiment, on n'insistera jamais assez. Après, il faut savoir, en effet, comment, quand et quelle intensité, donc quelle méthode aussi. Il faut savoir aussi que le sport, bah, c'est tout un ensemble. C'est une façon de vivre finalement. Ça ne doit pas être vécu. Il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne fait pas du sport non plus de façon intense, hein. Donc le sport, comme ça a été très bien dit, ça peut être la marche. La marche quotidienne, c'est le meilleur des sports, quoi, dans un espace vert, aéré, etc. Et autrement, pour ceux qui veulent aller plus loin, en effet, donc bah, il y a le sport de résistance. C'est aussi important, la musculation. Donc, il y a du sport aussi d'endurance. Donc, bah, c'est la marche, mais aussi peut-être un peu plus forcé. Et dans ce cas-là, il ne faut pas forcément avoir une montre connectée. Il suffit juste pour connaître sa fréquence maximale. Donc, il faut savoir que s'arrêter quand on ne peut plus parler. Donc ça c'est très simple, on ne peut pas vous dire ne dépassez pas 150, ne dépassez pas 140, vous marchez vite et au moment où vous ne pouvez plus parler ou chantonner, donc eh ben là vous savez que vous avez atteint votre vitesse maximale aérobie, c'est là où justement qui va être le plus bénéfique. Et puis après, à côté de ça, il y a aussi l'assouplissement.
Donc c'est important. Donc l'assouplissement, l'étirement, ça fait partie maintenant avec les fascias. C'est toute une littérature aussi là-dessus maintenant, d'étirement qui va conditionner aussi la bonne santé globale. Et puis bien sûr, les exercices aussi, il ne faut pas oublier le mental. C'est très important. Il y a deux choses. Il y a bien sûr le yoga, la méditation. Méditation, c'est simple. Hein, donc vous regardez le ciel pendant 5 minutes en pensant à rien. Finalement, ça suffit pour justement vider un peu votre cerveau et optimiser finalement votre forme physique. Et puis autrement, donc l'autre façon, c'est d'être aussi en société. Donc ça aussi, j'encourage beaucoup à partager en groupe finalement, parce qu'il y a l'émulation. Et ça, c'est fondamental. Donc, vous voyez, il y a le sport, certes, l'effort, certes, mais pas l'effort nu, isolé. Donc, l'effort aussi accompagné, qui, en effet, donc pour répondre à votre question au niveau scientifique, c'est un gros mot scientifique, parce que c'est surtout du bon sens, hein, donc parce que ça a été très bien dit, très bien formulé. Donc, a des avantages, 3 avantages, la qualité de vie. Donc, on se sent mieux, finalement, un peu, donc beaucoup même. Deuxièmement, l'espérance de vie. Ça, c'est incontestable. Donc, la pratique régulière augmente l'espérance de vie. Donc, voilà, en diminuant non seulement l'incidence du cancer ou la récidive du cancer, mais aussi les pathologies, l'hypertension artérielle, etc. Donc, l'infarctus. Et puis, aussi, donc, ce qui est vraiment important, c'est la nutrition. Mais je pense que c'était abordé donc, la fois précédente. Donc, ça, c'est vraiment aussi. Et puis, la récupération. Voilà, c'est peut-être le 6e pilier, savoir récupérer. Et alors, dans ce cas-là, c'est tout un autre pan aussi de l'activité physique, la récupération après l'effort et surtout le sommeil. Elle a aussi le sommeil. On est tous, la biologie est différente. On a des petits dormeurs, donc 4-5 heures, des gros dormeurs. Donc il y a des gens du matin, des gens du soir. Il y a un chronorhythme, comme il y a une chrononutrition aussi, qui est propre à chaque individu. Donc il ne faut surtout pas la brusquer. Voilà, donc les mots. Pour résumer, c'est ne pas se culpabiliser. Hein, c'est pas si on peut pas faire du sport, c'est sport vraiment. Sport, c'est participer en groupe, etc. Et puis l'intégrer dans un mode de vie. Donc un peu, voilà, et faire comme on peut. Surtout ne pas se culpabiliser. Voilà, et parce que ça ne peut être que bénéfique. Et puis, si j'oublie aussi pour les médicaments, ça aussi souligné. Vous avez tout dit finalement, c'est que ça diminue aussi la toxicité des médicaments en favorisant l'élimination donc des drogues, des médications qui vous sont administrées. Voilà. Cette intégration du sport dans le rétablissement, il est relativement récent quand même. Enfin, il y a une prise de conscience qui a été quand même assez récente. Oui, surtout il a été institutionnalisé. Enfin, récemment, maintenant ça fait 2-3 ans, puisque maintenant je vous invite tous à aller sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, où maintenant donc, il est clairement établi que le sport donc, peut être prescrit sur ordonnance, donc depuis quelques années. Et donc c'est vraiment, voilà, en santé publique finalement, c'est un avantage énorme, quoi. Et le fait que ça soit maintenant institutionnalisé, c'est suivi d'effets. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus effectivement. Ah oui, c'est fantastique. Moi, je suis cardiologue, donc je vois surtout la vision cardiologue plutôt que cancérologie, mais bien qu'il n'y en a pas que cœur, c'est des médicaments donc toxiques, mais je le vois sur les patients, c'est indéniable, quoi. C'est mieux que ça peut être mieux que les médicaments quelquefois. Alors même récemment aussi sur la dépression, vient de démontrer un magnifique essai scientifique randomisé, etc., dans toutes les règles de l'art, donc qui montre qu'un traitement antidépresseur peut facilement être remplacé par une activité physique soutenue. Donc ça, c'est aussi incroyable, quoi. Plutôt que de prendre des médicaments antidépresseurs, il suffit de s'adonner régulièrement à un sport, donc de transpirer. Hein, c'est aussi pour savoir l'intensité, s'il y a des questions. L'intensité, en effet, on l'a vu, c'est la parole, et puis aussi la transpiration. C'est vrai que si vous transpirez, là, ça veut dire que vous avez vraiment atteint le seuil, justement, bénéfique, la transpiration. Alors, j'imagine que évidemment, des moyens simples. Vous voyez, pas la peine de dire j'ai mon cardio-fréquence mètre, je veux faire 10 minutes. En plus, ce qui est bien avec ces 2 indices, c'est qu'ils sont pratiques à la portée de tout le monde, et puis en plus, ils sont individualisables. C'est-à-dire qu'on a tous nos seuils de transpiration, on a tous nos seuils de voilà. Puis on peut surveiller au fur et à mesure de nos progrès, quoi. Tiens, j'ai fait 5 km, là j'étais un peu essoufflé, ou je pouvais parler, j'ai fait 10, voilà, donc c'est adaptable. On peut pratiquer le sport en solo et puis on peut effectivement être accompagné. C'est ce que vous proposez au sein de votre établissement, puisqu'il y a donc un suivi qui a été initié il y a quelques années au sein du Medipôle. Tout à fait. Donc, le docteur Erika Cornu l'a bien présenté donc notre partenariat avec Courir pour elle depuis plusieurs années. Donc, cette association nous aide à financer des cours de sport pour des patientes qui sont suivies dans le cadre de traitement contre le cancer du sein. Donc effectivement, les bénéfices médicaux, monsieur, vous les avez très bien décrits. On a aussi observé par des études une baisse des récidives de cancer quand on a des cours de sport qui sont introduits par prescription médicale. Ça, maintenant, c'est observé de façon scientifique. Donc c'est pas que là maintenant, c'est vraiment on l'introduit en termes de prescription. Donc ça fait partie vraiment des différentes flèches que nous avons à notre arc
Et ça fait partie des prescriptions qui sont intégrées systématiquement. Donc ces cours, on a aussi observé qu'il y a une certaine sororité dans les groupes de patientes qui sont... Et ça aide aussi à lutter contre la dépression, à se battre ensemble contre cette maladie. C'est au-delà de l'activité physique. Ça lutte contre l'isolement et notre équipe d'APA est vraiment sensibilisée à ça. Alors quel sport vous proposez justement Alors c'est souvent de la gym douce, des ateliers de musculation, mais adaptés encore une fois à l'état du patient ou de la patiente, avec des exercices, avec des appareils de sport. Il y a des appareils pour faire de la course, il y a des appareils pour se muscler, il y a aussi des petits des ballons, des cordes. Donc c'est vraiment comme une salle de sport médicalisée. C'est au sein de l'hôpital, c'est au sein de notre unité de jour, avec l'équipe de nutrition. Ça fait partie d'une des palettes de la prise en charge. C'est vraiment intégré dans les rendez-vous qui sont proposés aux patientes. Il y a effectivement le rendez-vous de chimiothérapie, mais il y a aussi les rendez-vous prévus pour les cours d'APA. Et éventuellement, ça peut être suivi en visio ou est-ce qu'on est obligé de se déplacer? Pour l'instant, c'est en présentiel. On a aussi de la balnéothérapie avec des cours de piscine. D'accord. Donc ça va être des séances c'est pas de la nage, c'est de la relaxation en piscine qui permet justement de faire des détentes musculaires dans l'eau et c'est très bénéfique pour la détente. Et ça, c'est récent. Vous l'avez mis en place tout récemment. Alors le Medipôle a ouvert ses portes en 2019, donc c'est assez récent, mais effectivement, on étoffe d'année en année. Encore une fois, je remercie le soutien de Courir pour Elle qui nous aide à financer ces activités qui peuvent vraiment nous permettre de proposer plus de cours que ce qu'on pourrait au travers d'un financement simple assurance maladie. D'accord. Alors justement, Courir pour Elle, venons donc, donc à cette association que vous avez créée, Sophie Moreau, il y a 13 ans, 15 ans? En 2010, oui, on va fêter nos 15 ans en 2024. Voilà. C'est une histoire extraordinaire quand même. Vous pouvez peut-être nous raconter comment vous est venue cette idée. Alors pas toute seule, je sais, mais il y a eu quand même l'étincelle dans votre tête qui vous a dit il faut mettre des baskets à toutes les femmes atteintes d'un cancer. Alors, je ne vais pas vous raconter ça parce que ça va prendre des heures et comme je suis passionnée, on va passer la journée. Voilà. Non, moi, je ne viens pas de la maladie, en effet, même si j'ai perdu mes deux mamans, ma maman et ma tata de cancer. Mais moi, je viens du sport, donc j'ai toujours fait du sport. Et j'ai plaisir à dire, comme je me lave les dents, je mets des baskets. Alors, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué parce que cette année est vraiment difficile et malheureusement, je fais beaucoup moins de sport que j'aimerais. Néanmoins, j'essaie de trouver des moyens. Alors, grâce à l'activité physique adaptée, je l'adapte pour moi. Donc, dans ma ville, je fais du vélo, je refuse de prendre l'ascenseur. Voilà, au quotidien, j'essaie de transpirer et d'avoir le souffle coupé et me dire, voilà, tu es en train de dépasser le seuil, comme le dit Philippe Chevalier. Donc, c'est pas forcément évident d'introduire le sport, mais en tout cas, c'est vital. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la science, les médecins reconnaissent que introduire une activité physique adaptée à chacun de soi permet d'être plus heureux. Donc, la science est aujourd'hui aux côtés des sportifs. On n'a jamais vu des sportifs faire la gueule. Par contre, on voit beaucoup de gens sédentaires, assis, faire la tronche. Donc ça peut être aussi quand même très évocateur. On n'a jamais vu des enfants aussi en mauvaise santé aujourd'hui que jamais depuis qu'ils ont les portables à la main. Donc en fait, je crois qu'il faut observer notre société et puis se dire ça on adhère ou ça on n'adhère pas. Et c'est vrai que faire du sport, ça équilibre, ça rend joyeux. Si vous regardez Courir pour Elle au mois de mai, il y a beaucoup de sourires. Il y a beaucoup de personnes qui ont été dans la maladie, mais qui ne sont plus dans la maladie et qui deviennent un petit peu des régulières dans l'activité physique. Donc voilà, c'est juste des constats. Moi, je vais vous parler de mon parcours parce que voilà, je viens du sport, j'essaye d'introduire ça et vraiment, d'une manière vraiment sincère, quand je ne fais pas de sport dans une journée, je suis un peu agressive et malheureuse. Donc c'est vrai, en manque. Ouais, je suis en manque. Donc voilà, c'est beaucoup de bon sens. J'aimerais revenir sur un élément qui est important pour les personnes qui sont dans la maladie, c'est l'isolement et la solitude et la dépression. Et le fait de mettre des baskets ensemble crée du lien. Donc on se raconte des histoires, on sourit, on est ensemble et ça c'est fondamental. Et je crois que au quotidien, être ensemble
permet d'être plus heureux. Donc on n'est pas des êtres pour être isolés, on est des êtres pour vivre ensemble et partager. Donc ça, c'est fondamental. Et puis nous, par rapport aux 15 ans de Courir pour elle, donc on va fêter nos 15 ans, on a vu des personnes qui n'avaient jamais fait de sport, qui ont eu la maladie parce que c'est multifactoriel, hein, voilà, elles ont eu une maladie, elles sont sorties de la maladie parce qu'on vit très très bien après un cancer, elles sont devenues sportives et aujourd'hui, voilà, c'est nos meilleures ambassadrices, on en a pas mal avec nous et c'est vrai qu'on adore les voir avec des baskets. Et moi, j'ai la chance de travailler avec des médecins. Et le docteur Mastroianni, qui est tabacologue, me dit, moi, ce que j'aime, c'est voir les patients arriver en basket. Et ça, voilà, c'est une partie de la maladie qu'on jette derrière soi et qui permet d'avoir une énergie psychologique, voilà. Je voulais juste terminer sur ce petit livre. Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément quand même l'association Courir pour elle. Juste la présenter quand même en quelques mots. Vous créez des événements en vue de récolter des fonds pour soutenir justement l'accompagnement dans les différents hôpitaux de la région. Donc la vocation de Courir pour elle, c'est la lutte contre les cancers féminins. Donc les cancers féminins, ben voilà, on les a cités tout à l'heure, sachant qu'il y en a un qui arrive... qui dépasse le sein, c'est le poumon quand même, donc ça c'est dramatique. On a 2 missions, faire de la prévention, donc on fait de la prévention auprès de 3 publics prioritaires qui sont les jeunes, parce qu'on a bien compris, des jeunes qui prennent soin de leur santé, ça fait des adultes en bonne santé, les femmes en milieu rural et les femmes en milieu vulnérable. Il y a certaines cultures pour qui la santé, ça reste une fantaisie. Et la deuxième grande mission, c'est d'accompagner les femmes qui sont en traitement, en soins de cancer, par de l'activité physique adaptée. Alors en ce moment, on parle beaucoup de rugby. Il existe par exemple du rugby adapté. Il existe donc non touché. Et le Loup, par exemple, je fais la promotion de personne, hein, mais le Loup fait ça avec le Centre Lombérard. Donc en fait, les femmes ont l'occasion de faire du rugby non touché. Nous, on fait de l'aviron santé. Donc on participe, on finance des programmes d'aviron santé, d'escrime santé. Peu importe en fait, à vrai dire, le sport. Ça peut être le chant. Le premier sport, c'est le chant. Hein. Ça peut être spirituel aussi. L'important, en fait, c'est de sortir de sa sédentarité. Et moi, j'aime bien le dire parce que c'est taquin. C'est fuir la télévision et le canapé. Voilà, ça, c'est les 2 ennemis numéro 1 et 2. Pour voilà, se socialiser, partager et être ensemble. Je pense que c'est fondamental d'être voilà, se socialiser. Voilà. Je termine juste parce que c'est mon livre de chevet que je vais offrir à Philippe Chevalier aujourd'hui. C'est 10 bonnes raisons d'aller marcher. Donc je n'ai pas d'action dans ce livre, mais par contre, j'ai découvert beaucoup de bon sens et d'intelligence. Et en effet, marcher, c'est simple. Le docteur Chevalier le disait. Juste faisons ce que notre corps demande. Voilà, s'aérer, regarder le ciel, être en mouvement. Voilà, c'est des choses vraiment toutes simples, du bon sens. Et tout à l'heure, je disais, quand on regarde nos aînés en bonne santé, c'est vrai que je citais une dame qui est proche de moi, qui a 99 ans. Je peux vous dire qu'à 99 ans, elle est extraordinaire. Elle a un peps de dingue. Et hier soir, j'étais avec une autre dame que j'adore, qui a 77 ans, qui sont 2 femmes exemplaires, qui sont des femmes toniques, dynamiques, qui mangent assez peu, qui sont assez sveltes, c'est vrai, et qui ont une énergie de fou. Et je vous promets que ces 2-là, elles ne parlent ni de la retraite, elles ne parlent pas de qu'est-ce qu'elles vont faire sur leur canapé ou le programme télé. Et c'est vrai que voilà, c'est de l'énergie. Voilà. Donc, 10 bonnes raisons d'aller marcher plutôt que de regarder la télé. Très bien. Un mot quand même sur vos activités et notamment, déjà, ça démarre dès demain avec Octobre Rose. Qu'est-ce que vous allez proposer justement? Alors demain matin, pour les personnes qui sont à Lyon, on a rendez-vous à 10h sur les berges au niveau du parc de la Tête d'Or. Et donc, on lance Octobre Rose. Donc, Octobre Rose, c'est un mouvement international. Hein. Tout le monde connaît Octobre Rose. Nous, dans le cadre d'Octobre Rose, on a mis en place une animation sportive qui est Bouger pour elle. Donc, c'est très, très simple. C'est marcher du parc de la Tête d'Or au parc de Gerland en rose, parce que le rose, voilà, c'est la fraternité, la sororité,
c'est aider les femmes à l'hôpital, soutenir celles qui en ont besoin. Et je peux vous dire qu'en ce moment, comme il n'y a plus de budget public, c'est vrai qu'on a parlé du mouvement associatif, et heureusement qu'il y a le mouvement associatif, parce c'est une vraie économie parallèle. Donc il faut soutenir les associations, quelles qu'elles soient, que ce soit Courir pour elles ou les autres. C'est fondamental. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des politiques. Ça serait bien qu'ils se mettent à soutenir les associations, mais il n'y a pas de politique là, donc voilà. Et dans le cadre de ce début d'Octobre Rose, on va essayer de faire des animations tout au long du mois d'octobre. Donc on a un golfet pour elles. On a des randonnées partout dans la métropole, parce que de plus en plus, les villes de la métropole prennent part à Courir pour elles. On les appelle les Courir pour elles près de chez moi. Et puis en mois de novembre, on aura Rando pour elles. Et le 1er janvier, on ouvre les inscriptions de Courir pour elles en 2024. Et en effet, ça sera notre anniversaire. Ça sera les 15 ans. Et on va faire une très belle fête ce 26 mai 2024. Le jour de la fête des mères. Le jour de la fête des mamans. Donc voilà, j'espère qu'on vous retrouvera tous, parce que ça sera la fête avant tout. La convivialité, la générosité, et puis penser à toutes celles qui ne sont plus là. Moi, vous avez compris qu'il y en a une qui n'est plus là, donc ça va être un moment important. Et puis toutes celles qui ont besoin de nous, parce que nous, on a bien de la chance d'être là, et il y en a qui ont moins de chance que nous. Donc voilà, avoir des pensées pour celles qui sont dans le combat, et être solidaires. Vous pouvez nous préciser maintenant où aura lieu cette course? Eh bien non. Bon. Parce que c'est pas encore fait. Parce que dans la bataille du cancer, il y a d'autres batailles qui sont futiles et vraiment stupides, mais on est en train de se battre en ce moment pour rester à Paris, et c'est pas du tout certain qu'on puisse le faire. Donc en fait, il y a un sujet pour rester à Paris, ou peut-être aller sur un autre endroit qui sera peut-être aussi génial, mais voilà. Bon. Le lieu n'est pas encore défini, mais ça met un peu du suspense. L'important, c'est de garder la date en tête. C'est le 26 mai, le jour de la fête des mamans, et les 15 ans de Courir pour elles. Bon, ben, nous y serons tous, évidemment. Avec le progrès. Avec le progrès, évidemment. Est-ce que vous souhaitez apporter d'autres précisions, ou on passe aux questions? Ben, j'imagine qu'également, elles vont être nombreuses, notre fidèle participant. Merci. Oui, alors si j'ai bien compris, il faudrait mettre dans les immeubles une petite pancarte comme quoi l'ascenseur est dangereux pour la santé. Oui, ce serait extraordinaire. On a pensé ça avec le Citral, justement, pour éviter les escalators. Après, on fait toujours ça d'une manière consensuelle, parce qu'il ne faut pas choquer, il ne faut pas être dans l'obligation. Donc voilà, mais ce serait une super idée. Et dans tous les cas, oui, éviter tout ce qui vous empêche de faire battre votre cœur. Moi qui suis à côté d'un cardiologue. Oui, c'est une excellente initiative. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'avec beaucoup de nuances, mais il y a une autre initiative qui a été proposée. C'est quand vous prenez le bus, vous arrêtez une station juste avant votre arrêt. Donc c'est simple, mais franchement, c'est ce qui est recommandé. Il ne faut pas rester debout, assis longtemps, plus d'1 heure, 1 heure et demie, c'est déjà beaucoup. Il faut toujours se lever, au moins marcher pendant 2-3 minutes. Et c'est vraiment essentiel. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a des employés quelquefois qui portent plainte contre les patrons parce qu'ils restent trop souvent assis. Donc maintenant, il y a même des systèmes de pédales ou des bureaux qui se lèvent aussi pour que les gens se mettent debout de temps en temps. Et c'est vraiment un enjeu. Et toutes les astuces sont permis, bien sûr, pour les transports publics. Ouais. Merci. Et ça peut être repris par tout le monde, en fait. Donc ça, bien sûr, les pouvoirs publics devraient forcément suivre ces recommandations qui sont pleines de bon sens pour que les enfants marchent dans la rue, vite... d'être tout le temps sur les trottinettes, enfin voilà, ne se dépensent plus. Mais ça peut être aussi l'action de chacun et chacune de nous, la société civile, puisqu'elle est active aujourd'hui, prendre part dans le débat public et puis dire, voilà, nous, voilà, je boycotte, c'est la journée où on boycotte les ascenseurs. Puis comme ça c'est assez consensuel. Hein. Boycotter les ascenseurs, voilà, c'est pas politique. En tout cas, pour ceux qui peuvent s'en passer, parce qu'il y a quand même des personnes pour qui c'est quand même forcément un peu compliqué. Il y avait d'autres questions, je crois.
Justement, vous avez entendu parler dans les médias, je pense qu'il y a un nouveau médicament qui arrive, anti-obésité, donc qui est censé contrecarrer les effets néfastes de la sédentarité et qui aurait un effet aussi bénéfique sur la santé vasculaire donc, et cardiaque. Mais je pense que ça peut être un piège parce qu'on a aperçu que chez les gens qui en prennent, il commence à y avoir des tentatives de suicide ou des choses comme ça qui sont un peu accélérées. Donc c'est toujours une médication mais qui est très tentante puisqu'on dit voilà, je ne vais pas plutôt faire mon footing le matin, je vais prendre ma pilule et puis comme ça j'aurai une silhouette fine et puis un cholestérol normal et une espérance de vie augmentée. Mais c'est pas si simple que ça, quoi. Oui. Au niveau de la physiopathologie, comment le sport, en fait, il permet de réduire les risques de récidive? Oui, donc, c'est une très bonne question. On pourra aussi la disserter des heures, parce qu'il y a une littérature très abondante. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, pour mieux s'en servir. Vous avez raison de vous en soucier. Rapidement, on a parlé des adolescents, justement. Il y a une étude qui vient de paraître, justement, dans un journal scientifique, qui montre que les adolescents qui restent donc, sédentaires, donc, devant leur écran, ont par exemple du cholestérol qui s'élève, une tolérance à la glycémie aussi qui diminue, c'est-à-dire un sucre dans le sang qui augmente, donc une tendance à devenir diabétique. Donc, et puis l'autre action, outre ces aspects métaboliques, cholestérol et glycémie, c'est l'immunité. Alors là aussi, c'est très bien démontré. Par exemple, il y a même des études, l'immunité, le fait de courir, on augmente son immunité. Par exemple, il y a des gens même qui conseillent de courir avant une injection d'un vaccin, parce que ça réveille l'immunité et puis ça rend l'organisme plus sensible à l'action des anticorps qui vont être développés après l'injection du vaccin. Donc ça modifie énormément au niveau, alors il y a tout un tas des protéines inflammatoires qui diminuent, un système anti-immunitaire qui est plus fort, donc avec des interleukines, des cytokines, enfin tout un tas de molécules dont je vous passer le nom, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez facilement aller immunité et métabolisme. C'est les deux mécanismes d'action du sport, de la physiopathologie finalement, de l'action bénéfique. Et puis après, il y a un troisième mystérieux, c'est évoqué, le mental. Et franchement, le mental, je vous assure que c'est extraordinaire. Et ça, c'est pas systématisable ni quantifiable par n'importe quelle étude scientifique, quoi. Ça se transmet, en effet, par la pratique de groupe ou autre, quoi. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus, quoi. Y compris pour ceux qui n'avaient pas forcément une pratique sportive avant leur maladie. Oui, c'est ça qui est, voilà, ça va être un élément nouveau. Une découverte. Madame Shostak, justement, votre environnement familial, est-ce qu'il a été surpris par votre pratique sportive, alors que on imagine les gens malades se laisser un peu aller ou, Quand vous retombez dans la maladie, c'est un tsunami pour l'ensemble de la famille. Voilà. Et puis après, il y a des aspects physiques forcément qui interviennent. Hein. Vous perdez vos cheveux, vous avez le teint qui est qui est un peu grisoune, quoi. Donc, à la limite, c'était hyper rassurant pour l'entourage de voir que non, il y avait encore de la vie, quoi. Ça rebiolait de pouvoir d'être capable de le faire, et en plus de voir que c'était pas dans la douleur, hein, que ça restait bien mesuré et un plaisir. Ça a rassuré l'ensemble de la famille, et puis on s'est challengé à dire on va faire courir pour elle au mois de mai les 10 km, donc on s'est inscrit. Et moi j'ai 3 enfants, j'en ai une très sportive et 2 un peu moins sportives. Du coup ça les a challengés également, et ça y est, l'aînée, elle est en train de basculer, ça y est, elle se met à courir toute seule, etc. Donc oui, ça a des effets aussi, c'est communicatif, voilà, ce sport. Donc il y a que du bon, et en même temps c'est extrêmement de bon sens. C'est comme dire manger des fruits et des légumes, faire du sport plutôt que de regarder la télé. Il ne faut pas avoir fait Bac+12 pour comprendre que c'est plus malin, et peut-être qu'il faut le répéter, parce que je pense que le coup des fruits et légumes, à force de l'entendre, c'est intégré, mais se bouger, on l'entend encore pas assez, et courir pour elle ne cesse de le dire, et ça y est, ça commence à se diffuser, mais je pense qu'il faut que ça rentre, vraiment dans les discours au quotidien. Moi, ce qui me fait peur, c'est les enfants, parce qu'effectivement, c'est affligeant de voir qu'ils ont le téléphone greffé et que finalement ils font plus rien, quoi. Moi, je vais vous demander, après cet après-midi, d'être nos ambassadeurs, du coup, et de parler d'activité physique comme meilleur moyen de prévention avant, pendant et après un cancer. Puis j'aime bien cette phrase d'une personne qui a offert son visage à nos campagnes de prévention, comme
comme Caroline, comme Maria, qui s'appelle Béatrice. Et Béatrice, elle dit « L'activité physique, c'est mon meilleur médicament sans effet secondaire ». Et j'adore quand elle dit ça, parce qu'elle le dit avec tellement de conviction. Vraiment, elle le dit avec son cœur. Et puis la deuxième phrase que j'emprunterai, c'est celle du docteur Martin, qui est donc le président de la Ligue contre le cancer, qui dit « Le meilleur des cancers, c'est celui qu'on n'attrape pas. Et le moins pire des cancers, c'est celui qu'on découvre tôt. » Et on a parlé beaucoup de la prévention. La prévention, voilà, par le mieux se nourrir. La prévention par le plus se bouger. Éviter le tabac et l'alcool. Et en fait, ces recommandations que vous allez pouvoir trouver sur les petits marque-pages de Courir pour elle, c'est quand même assez du bon sens. En fait, il n'y a rien de scientifique ou d'inadapté au grand public, en fait. Donc, c'est important de relayer. Et on a vraiment besoin de vous tous. Alors, on n'est pas assez nombreux ce matin, mais il y a quand même une bonne petite partie d'acteurs. Hein. Chacun peut être acteur d'une meilleure société. Et je vais vous dire quelque chose de très intime, puisqu'on est en intimité. Moi, j'aime pas la société actuelle. Elle m'embête, elle me dérange. Elle promeut des choses qui ne vont pas dans mes valeurs et dans l'intégrité. Mais par contre, j'ai le droit de refuser. Voilà, j'ai le droit de ne pas prendre ma voiture et de prendre mon vélo. J'ai le droit de manger des protéines et pas manger du gras, de boycotter le Coca-Cola, la clope. Voilà, c'est mon choix individuel. Et je pense que chacun de nous peut dire, ben voilà, moi, ce qui me rend aligné, c'est ce qui me correspond. Et on n'est pas obligé, voilà, ce diktat de la télé, la sédentarité. On peut, chacun de nous a le droit de se faire du bien, et selon voilà, nos convictions à chacun. J'entends bien, effectivement. Malheureusement, ce discours-là, il est assez rare. Et surtout, on voit bien comme qu'il y a un environnement, avec la publicité notamment, qui ne conduit pas forcément à ce type de manière de vivre. Notamment, je pense à la publicité sur les produits alimentaires pour les enfants. On sait très bien que c'est très gras, que c'est très sucré, que donc c'est très mauvais pour la santé. Mais on y va quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ? Oui, du mal. Sophie l'a très bien aussi formulé, donc c'est des remarques de bon sens, donc on ne peut que oui, mais que ce bon sens, résister. tout le monde on voit bien que tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Oui, parce que c'est des habitudes, c'est vrai qu'il y a un effet de groupe aussi, puis il faut dire, quelque part, c'est peut-être un luxe, surtout le fruit et légumes. Hein. Donc maintenant, vu le prix, quelquefois, ça fait reculer certaines personnes dans cette consommation, donc c'est plus facile d'acheter un paquet de chips que d'aller acheter, je sais pas, un paquet de fruits. Quoi. Quand on dit même 5 fruits et légumes par jour, c'est même plus. Hein. Il faut savoir que c'est le minimum, hein, si vraiment on veut optimiser sa santé. Donc oui, ça a quand même un coût non négligeable. Après, quand on est en groupe, c'est vrai que c'est plus difficile de manger une pomme que d'échanger, encore une fois, un paquet de chips ou du processed food. Donc c'est vraiment accessible. La charcuterie pour le cardiologue, c'est vraiment l'ennemi, mais je vois encore régulièrement des apéros entre potes, quoi. Donc avec un petit verre de vin, voilà, fromage. La charcuterie, on sait vraiment que c'est vraiment ce qu'il y a de plus toxique, quoi. Et de façon plus globale, le sel. Oui, alors le sel, oui, on avance. Vous savez, à un moment donné, c'était le sel. Mais le sel, c'est pareil, c'est tellement ancré culturellement, hein, avec la gabelle. Le sel, c'était un symbole de richesse, d'opulence, quoi. C'est comme la viande, c'était un symbole de richesse, d'opulence. Maintenant, on a les schémas inverses, quoi. Donc c'est des schémas mentaux, culturels qui vont mettre du temps à se transformer, mais dont on connaît donc la voie. Donc c'est vrai, comme l'a très bien dit Sophie, donc c'est vrai que c'est là où il faut aller. Si on veut mieux vivre, enfin en bonne santé, mieux la qualité de vie, encore une fois, c'est important. Et puis voilà, l'espérance de vie aussi, bien sûr. Des questions ? Oui. Vous avez souligné l'importance du mental, mais du coup, comment vous faites pour améliorer le mental des patients ? Vous faites appel à des spécialistes, par exemple ? Oui, encore une fois, c'est une excellente question. On pourrait aussi s'y pencher longtemps. Et pas plus tard qu'hier, j'étais avec un groupe donc, un psychiatre et une psychologue. Parce qu'on a la chance, dans le service où je travaille, justement, d'encadrer les patients avec, justement, des analyses, des marqueurs, justement. Les psychiatres ils ont des outils
des outils pour quantifier le mal-être et des outils pour changer les mécanismes mentaux, pour les diriger vers des habitudes moins délétères. Donc on a des outils, en effet, là aussi, j'aime pas le mot scientifique, mais des outils, des outils tout simplement, comme des bons ouvriers qui cherchent à faire avancer les choses et à les transformer. Donc les psychiatres et les psychologues, mais là encore c'est du luxe parce qu'il faut avoir aussi le budget dans son service pour s'entourer de psychiatres et de psychologues. Et c'est pas à la portée de tout le monde. On devrait tous avoir un coach, un psychologue. On a tous besoin, quelque part, on a tous un fond d'anxiété. Donc ça aussi, ça peut servir. Donc, mais si vous allez voir un psychologue, donc c'est 60 € actuellement, mais ça peut être utile pour justement simplement discuter et puis évaluer justement votre état d'anxiété. L'anxiété aussi est un facteur de santé fondamental, quoi. Mais voilà, pour répondre à votre question, on a effectivement des outils très, très sophistiqués pour... franchement, le mental, on peut le disséquer maintenant de façon incroyable, quoi. On a tous des... le cerveau fonctionne, c'est aussi... c'est comme un moteur de voiture, hein. On connaît bien les mécanismes maintenant, donc on connaît bien les structures, hein. Donc l'amygdale pour les émotions, l'hippocampe pour la mémoire, les interactions entre les deux, etc., etc. Donc c'est extrêmement bien documenté. Donc n'importe quel spécialiste peut vous disséquer votre mental et vous donner des pistes pour l'améliorer. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que santé et convivialité vont de pair ? Vous n'avez pas eu encore la démonstration, là ? Alors, c'est certain. En tout cas, peut-être pour compléter votre question, madame, c'est ce que décrivait tout à l'heure Erika Cornu, c'est que maintenant, la prise en charge du cancer, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire que dans les bilans qui sont organisés, lors des venues du patient, il y a forcément un psychologue, un psychiatre, un APA, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est vraiment cette prise en charge multidisciplinaire qui va permettre justement de soutenir le petit coup de mou ou la dépression durable qui va s'inscrire pendant la phase de la maladie, de la prendre aussi en charge en même temps de façon simultanée. La perte de poids, elle peut être combattue grâce à justement l'activité physique qui va renforcer la capacité musculaire. C'est vraiment tout ce qu'on vous dit là, ça converge. Mais ça converge aussi par rapport au fait de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Et on va aussi économiser de l'énergie. En fait, c'est effectivement du bon sens. Et c'est toute cette palette d'outils qu'on a qui vont permettre de combattre en même temps. Alors, santé et convivialité, oui, je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis dans la santé. Sinon, je travaillerais dans une usine de boulons s'il n'y avait pas la convivialité, et la partie humaine. On est là pour... la vie, c'est des rencontres. C'est ce qui fait la richesse d'une vie, justement. Et quand on est dans la santé, quand on travaille dans la santé, c'est l'essence, c'est notre moteur. Voilà. Et si on arrive à avoir cette convivialité, même pendant les phases dures de la maladie, qu'on voit un groupe de femmes qui se battent contre le cancer et qui font du sport et qui ont la banane, ça motive à se lever le matin. En plus, je me permets de compléter. Il y a, c'est comme s'il y avait un signe de reconnaissance. On fait partie d'une communauté après, avec cette idée qu'on a traversé la même épreuve. Et c'est comme si on faisait partie d'une même famille. Donc, on est passé par des phases de grosse anxiété, de grosses peurs, qui vous envahissent. Puis après, tac, on rebondit parce que je pense qu'on a un instinct de survie tous au fond de nous qu'on ignore. D'ailleurs, on ne pense pas qu'on va savoir réagir comme ça, mais on a cet instinct de survie qui nous permet de déplacer des montagnes. Et je pense que quand on se retrouve avec des femmes qui ont subi la même chose, on en tire tellement de force. On est tellement plus fort. Et je pense que dans le regard, il se passe direct un truc. Donc, si on arrive à pas rester enfermé et qu'on utilise les outils qui sont proposés, on peut très facilement créer, je pense, un réseau. Si on n'a pas le réseau autour des amis, de la famille très fort, tout le monde n'a pas ça autour de soi. On peut s'appuyer sur des femmes qui ont été malades grâce à toutes ces associations qui existent et qui sont proposées à l'hôpital. Voilà, dans les cliniques privées, j'imagine. Mais voilà, donc c'est super important. Et je rebondis parce que j'aime bien ce mot. Nous, on fait une vente aux enchères mardi qui s'appelle Le Rebond et on va présenter 7 portraits de femmes qui ont rebondi, dont Caroline, qui nous prouve combien il est important justement de rebondir ensemble. Et j'aimerais évoquer un sujet qui est de reprendre la vie comme avant, puisque voilà, tout passe dans la vie.
tous les moments difficiles, ils passent. Et les personnes qui ont eu un cancer, moi j'ai découvert ça au travers de ces 15 ans d'expérience de Courir pour elles. Moi, je les appelle les pépites, parce que quand vous réintégrez dans le travail des femmes qui ont eu un cancer, elles placent tout de suite le curseur sur ce qui est important des futilités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on traverse des futilités au quotidien, des choses qui ne sont pas des sujets. Et intégrer des femmes qui ont eu l'expérience du cancer dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, le cancer ne concerne pas des femmes de 70 ans comme il y a 30 ans, mais des femmes de 30 ans, des femmes de 25 ans, des femmes de 40 ans, des femmes de 50 ans. Donc, c'est des femmes qui travaillent, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de nourrir leur famille. Et bien, réintégrer ces pépites-là dans l'entreprise, c'est une chance. C'est pas du tout, oh là là, ça va être la galère, il va falloir adapter son travail. Au contraire, en fait, les personnes qui ont eu un cancer, elles sont enrichies justement de ce passage dans le tunnel. Elles en sont sorties et je peux vous dire que voilà, les rencontrer, moi, me donne par exemple de l'énergie. J'ai eu la chance de ne pas avoir un cancer, et donc je rebondis avec elles et j'essaie de faire comprendre ça dans les entreprises, parce que nous, on travaille beaucoup avec les entreprises en disant surtout, ayez la chance de réintégrer les femmes qui ont eu un cancer dans l'entreprise, parce que vous vous en sortirez que plus fort et ça servira à l'entreprise au lieu de la desservir, au contraire. On connaît donc Courir pour elles. La question a dû déjà vous être posée, mais à quand courir pour ils, voire pour eux? Alors, le confinement a été très utile puisque nous avons mis en place nos événements en version connectée et audio-guidée. Donc aujourd'hui, il court pour elles. Voilà. On ne court pas encore pour lui parce qu'il y a plus de cancer du sein que de cancer de la prostate. C'est pour ça, voilà, on a essayé d'aller vers les cancers féminins. Et puis moi, de par mon histoire... Voilà. Mais qui est toute légitime, c'est pas du tout. C'est juste pour voir si il peut y avoir. Ce qui est extraordinaire et vertueux dans le confinement, parce que vraiment personne n'a aimé le confinement, mais ça a été extraordinaire, c'est que les hommes ont pris part au mouvement, à la bataille, au combat. Moi, j'ai vraiment un vocabulaire de combattante, et je me vis comme ça. Et c'est vrai que ça a été super d'associer les hommes, les jeunes garçons, les tontons, les cousins, les fils de maman. Et vraiment, c'est magique de voir combien ils sont concernés, parce que les cancers féminins, ce n'est pas des histoires de femmes ou de bonnes femmes, c'est des histoires de famille. Et sentir justement les hommes avec nous dans ce combat au quotidien, c'est important et ce n'est pas du tout... des histoires que de femmes. Donc, le combat, il est pluriel, il est société civile, politique et scientifique. Et c'est dans ce sens qu'on va avancer. C'est dans la solidarité, parce qu'on parlait de la valeur convivialité. La deuxième valeur de Courir pour elles, c'est la solidarité. Et la troisième, c'est l'engagement. Donc voilà, s'engager par rapport à des choses qui vous parlent. Donc voilà, ressortir avec des convictions. Et puis, monsieur, peut-être que demain, vous sortirez une pancarte avec il faut éviter l'ascenseur ou l'escalator. Je compte sur vous. C'est une bonne idée. Mais on peut chacun à notre façon combattre. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour cette matinée. Merci beaucoup à vous quatre pour ces témoignages.